Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept absolument radical. Vous savez, cette idée traditionnelle qu'on se fait tous d'une maison, eh bien, elle est en train de se transformer, mais alors de fond en comble. Pendant très longtemps, on a vu notre habitat d'une seule manière. Un espace clos, protecteur, un vrai cocon, mais surtout statique. Sauf que, si l'on regarde de plus près les rapports récents qu'on va analyser aujourd'hui, on découvre une évolution majeure. Le bâtiment n'est littéralement plus un simple abri de briquets de ciment. Non, il est en train de se métamorphoser en une véritable plateforme vivante, à la fois énergétique et technologique. C'est ce qu'on appelle le paradigme du Smart Living Ecosystem. Du coup, face à cette révolution, il y a une question toute simple, mais fondamentale qui se pose. Une question qui vient carrément bousculer une idée ancrée dans nos têtes depuis des siècles. Est-ce qu'une fois la porte d'entrée franchie, la maison s'arrête vraiment? Historiquement, c'est vrai, ce périmètre bien défini, ça nous offrait un sentiment de sécurité. Mais, comme on va le voir dans les documents de recherche actuels, cette vision purement physique, disons géographique, de la limite de notre propriété, eh bien elle commence à montrer d'immenses limites, que ce soit sur le plan structurel ou bien sûr économique. Ce qui nous amène à notre premier point. La maison passive est morte. Une conception totalement révolue. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Considérer une maison comme un simple container passif, c'est de l'histoire ancienne. Les projets actuels, surtout ceux qui s'appuient sur des processus d'innovation agiles, nous prouvent qu'un bâtiment qui se contente d'absorber passivement des ressources, c'est devenu une impasse. Une impasse financière et écologique. Pensez-y une seconde. Dans l'ancien modèle, votre maison est un énorme centre de coûts statique. Elle consomme de l'énergie, elle pompe de l'eau, elle demande un entretien monstre, et en retour, rien. Elle ne produit absolument rien. Le nouveau paradigme, lui, change complètement la donne. Il imagine la maison comme un écosystème ultra dynamique et actif. On ne parle plus de 4 murs isolés, on parle d'un œuf fluide, d'un véritable carrefour où la production d'énergie, la mobilité électrique et même le tourisme dialoguent en permanence. La maison produit, elle stocke et mieux encore, elle redistribue de la valeur. C'est fascinant. Passons à notre deuxième point. Le laboratoire de Biojo situé dans le canton du Tessin en Suisse. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Parce que pour bien saisir cette révolution, il faut sortir de la théorie. Le professeur Michael Piano a carrément monté un laboratoire à ciel ouvert à Biojo. Et regardez bien le résultat, car il est bluffant. Ce n'est absolument pas une espèce de villa futuriste tout en verre et en acier, non. C'est une superbe bâtisse historique en pierre qui date du XVIIIe siècle. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a des murs chargés d'histoire et de l'autre, ils cohabitent en parfaite harmonie avec des panneaux solaires dernier cri, des batteries de stockage super intelligentes et ce fourgon électrique ultra moderne stationné juste là dans l'allée. C'est vraiment la fusion parfaite entre la conservation du patrimoine et l'innovation de pointe. Et attention, le choix de ce bâtiment spécifique, avec ses 2 niveaux, son magnifique portique et ses caves anciennes, ce n'est pas du tout un hasard. La philosophie architecturale derrière ce projet est strictement conservatrice. L'idée est simple, mais redoutablement efficace. S'il est possible d'installer un système énergétique aussi complexe et avancé dans une structure ancienne, avec toutes les contraintes architecturales rigides que ça implique, alors ce modèle est universellement scalable. Oui, universel. Ça veut dire que si ça marche dans cette vieille maison patrimoniale, on peut reproduire ce miracle dans n'importe quel pavillon de banlieue ou dans n'importe quel village classique. Troisième partie, l'innovation par la simplification, ou comment appliquer l'approche du « less is more ». Alors, quand on rentre à l'intérieur du bâtiment, on remarque que les choix techniques sont étonnamment contre-intuitifs. Le maître mot ici, c'est la réversibilité. Pensez-y, dans un bâtiment historique, la moindre saignée dans un mur est un véritable traumatisme pour la structure. Donc, pour éviter toute démolition destructrice, l'équipe a eu la brillante idée d'adopter l'esthétique du design industriel. Au lieu de cacher la technologie, on l'exhibe fièrement. On a de superbes tuyaux métalliques avec un effet cuivre qui court le long des plafonds, connectés à des élégantes prises de couleur anthracite de la marque Feller. C'est tellement respectueux de l'édifice que, disons, dans 50 ans, si on le voulait, on pourrait démonter absolument tout le système sans laisser la moindre égratignure sur la pierre d'origine. Impressionnant, non? Mais là où l'évolution du projet devient vraiment fascinante, c'est quand on s'intéresse au système de climatisation et de chauffage. Au départ, le plan était d'installer un réseau ultra complexe de pompes à chaleur Mitsubishi couplé à des plafonds rayonnants très sophistiqués. Finalement, ils ont tout mis à la poubelle pour partir sur une solution beaucoup plus directe. De simples chauffe-eau électriques de 100 litres et des systèmes de split d'air très agiles. Au premier abord, on pourrait se dire « Ok, ils ont juste voulu faire des économies ». Mais en réalité, c'est une décision de conception d'une immense lucidité. En fait, comme le souligne le projet, moins de complexité mécanique signifie moins d'entretien et plus de résilience à long terme. Et ça prend tout son sens. Faire circuler de l'eau dans des vieux murs, c'est s'exposer à un risque constant de fuite ou de panne catastrophique, le genre de truc qui nécessite l'intervention d'experts hors de prix.
En choisissant la simplicité, on s'assure l'indépendance et la résilience. S'il y a un souci, n'importe quel plombier du coin peut réparer la pièce en un temps record. Donc oui, parfois, la véritable innovation, c'est d'accepter que moins, c'est mieux. Allez, on avance. Point numéro 4. Le véhicule comme pièce à vivre ou comment faire d'une voiture une véritable extension de la maison. Faisons un petit tour dehors, direction l'allée. Il faut savoir que le toit de ce bâtiment produit un énorme surplus d'énergie solaire. Et ce surplus alimente le véhicule qui est garé là. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel petit utilitaire. C'est un Ford E-Transit avec une configuration furtive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de l'extérieur, on dirait un fourgon, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais à l'intérieur, c'est un pur concentré de technologie. On y trouve des panneaux solaires additionnels, des batteries de stockage massives, une cuisine 100% électrique, la clim et même un espace spécialement pensé pour le télétravail. Et le vrai truc génial ici, c'est que comme il est totalement électrique, il ne subit pas cette fameuse usure mécanique des vieux moteurs thermiques qui s'abîment à force de rester immobiles sur le parking. Il est vraiment conçu pour être une pièce de la maison, mais sur roue. Alors regardons de plus près comment tout ça s'articule, parce que c'est hyper ingénieux. Tout repose sur ce qu'on appelle la bidirectionnalité énergétique, un flux en 3 grandes étapes. Étape 1, en pleine journée, le soleil tape et le bâtiment génère un surplus massif d'énergie. Étape 2, ce surplus ne se perd pas, il est directement injecté pour recharger les énormes batteries du fourgon stationné. Et enfin, étape 3, la magie opère. Une fois la nuit tombée, ou quand on a besoin d'allumer le four et le chauffage en même temps, le flux s'inverse. C'est le système V2H, ou Vehicle to Home. Le fourgon renvoie son énergie vers la maison pour l'alimenter. En gros, votre véhicule garé devient littéralement une gigantesque batterie vivante pour votre maison. C'est fou, non? 5e et dernière grande partie, le Facility Management 5.0, ou la gestion intégrée des flux. Et c'est justement cette incroyable fluidité énergétique qui nous pousse vers une véritable révolution économique cette fois-ci. C'est ça, le fameux Facility Management 5.0. Il faut complètement oublier l'ancienne vision de la gestion immobilière, vous savez, celle où on se contentait de réparer une fuite par-ci ou de payer des factures d'entretien par-là. La nouvelle donne, c'est d'orchestrer intelligemment des flux croisés pour que notre bâtiment arrête d'être un gouffre financier et devienne au contraire une vraie machine à produire de la valeur. En résumé, le propriétaire ne subit plus sa maison, il devient le PDG de sa propre microcentrale électrique et de son petit centre d'hospitalité. Car oui, les opportunités de générer des revenus sont soudainement partout et on transforme ce vieux centre de coûts en un véritable centre de profit. Prenez le van par exemple, vous pouvez très bien le louer pour du slow tourisme le week-end ou même le proposer comme bureau de télétravail itinérant avec vue sur le lac la semaine. Vous avez un jardin? Vous pouvez y installer de petites dépendances de micro-hospitalité entièrement connectées à l'écosystème principal. Et bien sûr, vous pouvez distribuer votre excédent énergétique. Avec toutes ces petites rivières qui font de grands fleuves, on crée des flux de revenus constants qui viennent carrément anéantir les coûts traditionnels d'un bien immobilier. C'est brillant. D'ailleurs, pour bien insister sur l'urgence de passer à l'action, le professeur Piano utilise une métaphore historique vraiment percutante. Il parle de « la leçon de Caporetto et du Piave ». Pour faire simple, il compare les entreprises du bâtiment qui s'accrochent désespérément à leur vieux modèle rigide au désastre militaire du général Cadorna à Caporetto. A l'inverse, ceux qui choisissent d'embrasser l'innovation et l'expérimentation agile, eh bien, ils adoptent la ligne du Piave. C'est la ligne de la victoire. S'obstiner dans les vieilles méthodes de construction aujourd'hui, c'est, pour ainsi dire, signer son arrêt de mort commercial. Et ce n'est pas juste une belle idée sur le papier. Il faut vraiment comprendre que cet écosystème attire déjà l'attention et surtout l'argent à grande échelle. Ce modèle, comme celui de Biagio, coche absolument toutes les cases des fameux critères de durabilité et des fonds ESG européens. Du coup, les géants de la technologie affluent. Ils ne viennent plus juste pour coller leur logo en bas d'une brochure, ils viennent sur place à Biagio pour nouer de vrais partenariats et valider techniquement leurs solutions sur le terrain. On est face à un modèle qui crée une vraie valeur technique et attire des financements bien réels. Alors, pour conclure, le point crucial qu'on doit tous garder en tête et qui est presque philosophique, c'est celui-ci. Si votre véhicule devient le système nerveux de votre maison, s'il se transforme en bureau nomade qui génère des revenus, et si l'énergie circule librement et de manière fluide entre des murs centenaires et des éléments mobiles dans le jardin, alors qu'est-ce qui définit encore vraiment la limite d'une propriété ? Est-ce que les notions même d'adresse physique ou d'appartenance à un lieu fixe ne sont pas tout d'un coup en train de devenir totalement obsolètes ? C'est une vraie provocation pour l'esprit qui nous invite à repenser de A à Z notre relation à l'habitat pour les décennies à venir. On est bien au-delà de simples murs en pierre, pas vrai ? Bref, ce décryptage touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il vous a donné matière à réfléchir sur le futur passionnant de nos espaces de vie. À très vite.